en compagnie d'Éric Monpetit, que vous connaissez bien, agent de programmation cinéma chez Odscène. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter la programmation Cinégrou de l'hiver 2022. Alors, Éric, tu veux bien qu'on commence sans tarder? Allons-y. Alors, au retour des fêtes, on débute le 12 janvier avec une fiction de la réalisatrice, Mia Hansen-Løve, qui était en compétition au dernier Festival de Cannes. Oui, et c'est un film sur le cinéma. Alors, on commence la saison d'une façon, je dirais, assez intéressante parce que le cinéaste qui est évoqué dans ce film-là, c'est Ingmar Bergman, un cinéaste qui est surtout connu aujourd'hui, je pense, de réputation. Il a cessé de réaliser dans les années 2000. Mais donc, c'est vraiment une espèce de monument dans l'histoire du cinéma. Et c'est l'histoire donc d'un couple qui s'en vont sur l'île où il a vécu les dernières années de sa vie et ils vont être hébergés dans la dernière maison où il a vécu. Et donc, le film s'appelle Bergman Island. On va le voir dans sa version originale sous-titrée en français. Et donc, il ne faut pas nécessairement avoir tout vu les films de Bergman pour apprécier Bergman Island. C'est un film sur le couple, sur l'intimité, sur la difficulté parfois de trouver le bonheur alors qu'on est tout près de lui. Alors, c'est un film aussi sur l'introspection. Et bon, c'est des paysages magnifiques qu'on va voir. Et justement, des paysages de la Suède. On revient au Québec le 26 janvier avec Les Oiseaux ivres, qui est une fiction mettant en vedette notamment Hélène Florent et Claude Legault. Oui, et c'est le film qui va nous représenter. Enfin, il n'est pas dans la dernière liste encore pour les Oscars, mais c'est le film que le Canada va proposer pour nous représenter aux Oscars du meilleur film étranger. C'est un film, j'adore ce genre de film-là. C'est un film qui nous présente une situation très terre à terre. Ça porte sur des travailleurs saisonniers, des Mexicains qui viennent travailler sur nos terres, sur nos fermes au Québec. Donc, il y a comme deux films dans le film. Il y a ce film-là qui nous présente un peu cette réalité et les difficultés qui viennent avec. Les difficultés d'intégration, parfois les préjugés. On tombe dans le racisme également. Et le deuxième film, c'est qu'un de ces travailleurs saisonniers-là, lui, il vit une quête amoureuse. Il veut retrouver la femme de sa vie qui est, semble-t-il, à Montréal. Alors, c'est un film à deux niveaux. Les deux niveaux se croisent vraiment bien. C'est un film baroque, on dit onirique aussi parce qu'il y a des scènes imaginatives. Et c'est évidemment ce qui a permis donc à Ivan Gerbovic de se distinguer, je pense. Il a relevé tout un défi, être capable de nous parler de la réalité dans laquelle on vit, des enjeux autour de cette réalité-là, mais en même temps nous faire vivre vraiment quelque chose de classique dans le cinéma, là, une quête amoureuse. Alors, voilà. Bien là, j'ai le goût de voir des images, donc justement, on va aller voir un extrait. Bien, ça donne vraiment envie de voir le film, ça c'est clair. Et le 9 février prochain, on demeure au Québec pour voir le portrait de la religion changé dans le documentaire Les Fils de la réalisatrice Manon Cousin. Oui, et ça, à chaque saison, je programme un documentaire. C'est un documentaire vraiment fascinant qui porte donc sur les années 60-70 et un groupe particulier de religieux qui se sont installés dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles à Montréal, quartier ouvrier, quartier où il y a des enjeux de pauvreté à l'époque. Et ils vont pas s'installer au presbytère, là, ils vont s'installer carrément dans la communauté et même aller travailler à l'usine avec les membres de la communauté.
et vivent leur réalité. Et de sorte que on voit une toute nouvelle pratique religieuse. Les fils, c'était donc des religieux qui adhéraient notamment au marxisme-léninisme, c'est-à-dire que eux, ils étaient à la défense des travailleurs et enfin, c'est pas deux visions du monde qui se sont rencontrées souvent dans l'histoire, le catholicisme et le marxisme. En effet. Euh, et là, ben, on voit donc des religieux qui ont œuvré, se sont engagés socialement pour la cause des travailleurs, l'amélioration de leurs conditions de vie. Et on voit plein d'images d'archives qu'on n'a encore jamais vues. On nous ressort souvent les mêmes images pour parler des années 60. Là, on a affaire à quelque chose de tout nouveau, très original. Et ben, ça nous fait aussi poser un regard peut-être un peu plus équilibré sur les communautés religieuses. Enfin, on a quelque chose de très positif à leur sujet. Et du Québec des années 70, le 23 février, on va reculer dans le temps vers les années 1910 avec le film Maria Chapdelaine. Une énième adaptation de Maria Chapdelaine, mais je vais vous dire, on s'est posé la question, pourquoi Sébastien Pilote décide de... Sébastien Pilote, là, c'est le vendeur, c'est le démantèlement, c'est la disparition des Lucioles, des films vraiment qui ont fait montre d'une, comment je pourrais dire, d'une griffe particulière. Il y a une façon de signer ces films, une façon de les réaliser. Puis là, on se dit, Maria Chapdelaine, une adaptation. Pourquoi? Ben, c'est peut-être parce que ce roman-là, qui se trouve à l'origine de cette série d'adaptations, ben, on lui a fait dire beaucoup de choses à travers les années. Le roman, on en a fait un roman qui était nationaliste, un roman religieux également. Gilles Carle en a fait une adaptation dans les années 80. C'était une coproduction avec la France. L'acteur qui jouait le rôle de François Paradis n'était pas francophone, il fallait le pas synchroniser en français. Ça donne un film qui ne fonctionne pas toujours très, très bien. Je peux comprendre Sébastien Pilote qui vient du Lac-Saint-Jean. Je le comprends de dire, ben, ça serait peut-être temps qu'une nouvelle génération puisse comment je dirais, là, s'approprier ce film-là, cette histoire-là, avec un nouveau casting, avec une nouvelle génération d'acteurs. Je pense à Sarah Monpetit, je pense à Emile Schneider, Robert Naylor, Antoine-Olivier Pilon. Donc là, c'est une nouvelle génération qui peut s'approprier son histoire avec des comédiens de leur génération et aussi une intention de raconter l'histoire, une histoire qui est beaucoup plus près des intentions de Louis Hémon, qui était un écrivain français, hein, celui qui a écrit Maria Chapdelaine, de se rapprocher un peu de son intention première. Ben allons voir justement cette nouvelle génération d'acteurs. T'aurais fait une vie plus heureuse avec un autre homme que moi. Non, Samuel, on est chanceux. On n'a pas été bien malheureux tous les deux. Les garçons sont de bons garçons. Puis Maria, toute bonne fille aussi. Ah ben, un revenant. C'est qui François Paradis? Tu peux pas t'en souvenir. Il est rendu coureur des bois. Ça doit être Eutrope Gagnon qui aille nous voir. C'est pas une grande prophétie, c'est vrai qu'il est souvent. Oh, la Rose, c'est toi donc. L'amitié que j'ai pour vous, ça peut pas se dire, Maria. Bienvenue avec moi, mon neveu Lorenzo. Il travaille dans l'État du Massachusetts. C'est une grosse place, là, vous êtes? On est juste à 1 heure de Boston. Ça, c'est une vraie grosse place. Tu vois, tu dis toujours qu'on vit au fond du bois puis qu'on voit jamais personne. Ouais, mais ça fait bien les garçons. Rien qu'une fille, par exemple. Vous, Maria? Je réunite maîtresse d'école et mes parents avaient besoin de moi à la maison. Pourquoi avez-vous pas dit à vos parents qu'on s'était vu à Saint-Prime? Peut-être vous a-t-on dit quelque chose contre moi. Non. Ton père m'a dit qu'un jeune homme des États-Unis était revenu ici pour te parler. Tu vas prendre le temps d'écouter. Je suis revenu pour vous, Maria. Comme ça, on se met à être malade, comme les gens qui ont les moyens. Je suis désolée, Eutrope. Alors vous allez partir? Ça montre qu'on est des petits enfants dans la main du bon Dieu. Vous êtes trop nord. L'hiver est trop dur, l'été est trop court. Des hommes comme ça. On dirait que le bois connaît des magies pour vous attirer. Vous pourriez bien tous mourir sans que personne vienne vous aider. Ben vraiment,
Éric, on est gâtés en film québécois cet hiver et le 9 mars prochain, nous allons présenter le film Une révision, qui est une production de Denise Robert et dont la tête d'affiche est Patrice Robitaille. Oui, et là, on est une fois de plus dans des enjeux de société au Québec qui touchent l'intégration, qui touchent le métissage. C'est donc l'histoire d'un prof de philosophie qui donne un travail à ses étudiants et puis parmi eux, il y a une étudiante qui va citer le Coran dans son travail alors que lui demande qu'on n'aille pas dans la défense des idées en se basant sur des idées religieuses, mais plutôt qu'on y aille de façon très rationnelle, une approche un petit peu plus scientifique. Et là, l'étudiante va réclamer une révision de notes. Et parallèlement à ça, lui, il écrit un livre, et puis il fait parler de lui dans les médias, à la fois pour son livre, puis à la fois pour la demande de révision. Et donc, ça nous place, encore une fois, dans ces enjeux où on se demande finalement, il est où l'équilibre, il est où le point d'équilibre entre l'intégration, l'assimilation, enfin, tout ce qui touche le multiculturalisme et ces questions-là. Justement, allons voir un extrait. Étienne Brasseur, de quoi faut-il s'indigner? Éclairez-nous. Du conformisme, des jugements préfabriqués. Vous attaquez les minorités religieuses, ça commence à pencher pas mal vers la droite, votre affaire. Ça paraît que vous avez pas lu mon livre. Faire traiter de fasciste à la radio, ça, je t'avoue que ça me dérange. Mademoiselle Abdelli demande à ce que l'affaire soit entendue par le comité. Il faut procéder. Si on me donne tort, c'est la porte. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ta classe. Plus on comprend les choses, plus on existe. Qu'est-ce qui est important? La vérité. La vérité, c'est important. C'est pas, il y a une partie de moi que j'aurais l'impression de renier si je cédais. Tu es un excellent pédagogue, avec la tête puis le cœur à la bonne place. Puis tu seras jamais aussi utile à la société que dans ta classe avec tes élèves. La foi, c'est important dans ça. Et le courage aussi. Merci, Éric, de nous avoir concocté une aussi belle programmation. Et je vous rappelle, chers groupies, que vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets pour ces projections au odd5.com. Merci, Éric. À bientôt. Au plaisir de vous voir en salle.